Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour Philippe Deguy d'avoir idée d'organiser le colloque sur l'histoire de Rideau de Fer. La puissance de l'Union soviétique fondée sur l'assassinat de millions de ses propres citoyens et de centaines de milliers de citoyens de l'Europe asservie, dont des citoyens polonais, s'est écroulée comme un château de cartes. La Pologne fut le lieu de rencontre et la victime de deux totalitarismes, le totalitarisme soviétique et le nazisme allemand. Cependant, la vieille vérité disant qu'il est plus facile de prendre le pouvoir avec des baïonnettes que de s'asseoir sur celle-ci s'est confirmée. Le printemps de peuple de 89 commençait devant le portail du chantier naval de Gdańsk en 80, a permis de reconstruire à nouveau des pays libres et démocratiques dont l'existence avait été brutalement interrompue en 1945 par Staline, d'ailleurs avec l'accord de puissance occidentale. On pourrait certainement faire une analyse savante des causes de cet heureux événement, rehausser le poids de l'importance de la faillite du système communisme et l'économie planifiée, obliger en fin de compte de jeter le punch sur le ring. Mais je préfère aujourd'hui parler dans cette salle de la force des gens sans défense et du rôle qu'ils ont joué dans ce processus. Je le définirai comme la victoire de la force et la puissance de l'âme, la victoire de l'esprit de résistance, de l'esprit de bravoure et de rejet du mensonge, de la bravoure de ceux qui, comme Solidarność en Pologne, ont réussi à s'unir dans un syndicat regroupant des millions de citoyens et porter haut étendard de la liberté, de ceux qui, dans d'autres pays se trouvant sous l'occupation soviétique, ont mené une lutte solitaire avec un adversaire puissant, muni de toute la gamme de l'appareil de répression d'un pays policier. L'opposition polonaise de l'année 70 regardait avec l'admiration la lutte héroïque et solitaire des dissidents russes, ukrainiens et baltes. Le nom de Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn, de Vladimir Bukovski ou de la poétesse courageuse Natalia Gorbanevskaya, qui avait protesté sur la place rouge contre l'invasion des armes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie, jouait le rôle panneau indicateur, était comme un faisceau de la lumière dans l'obscurité. Ils avaient frayé la voie. Il faut mentionner aussi la mort tragique du dissident ukrainien Anatoly Marchenko, qui a été le catalyseur des changements en Union soviétique. C'est à ce moment-là que Gorbatchev a pris la décision de libérer Sakharov de son exil et de son assignement à la résidence. En même temps, en 1988, le Parlement européen a institué le prix Sakharov pour la liberté de penser. Le premier a été attribué à deux personnes, à Nelson Mandela et post-mortem à Anatoly Marchenko. À l'époque, nous avions un peu plus de 20 ans, mais nous savions déjà à cette époque que nous ne voulons pas participer au mensonge de la propagande officielle. Nous avons été inspirés par le texte d'Alexander Solzhenitsyn « Vivre son mensonge ». Ce simple appel nous a permis de garder dans la vie une attitude droite. Cette attitude s'est révélée radicale et nous a menés à nous confronter au pouvoir en place. La force de l'autorité communiste résultait de l'ajustissement de la dépendance de chaque citoyen, du contrôle absolu des liens sociaux, des liens qui, en dehors de l'Église, où ils pouvaient être vrais, étaient soumis à autorisation de pouvoir communiste. Ce schéma a été progressivement détruit dans l'année 70, avec la création en Tchécoslovaquie la Charte 77 et en Pologne du Comité de défense des ouvrières, du Comité de défense des droits de l'homme et du citoyen et du Comité de solidarité des étudiants. Les sans-défense se sont rendus compte de la force d'être ensemble, d'être solidaires, comme dans la chanson de Pułado Kudżawa, « Frères, tenons-nous par la main pour ne pas mourir séparément ». En russe, c'était... bon, passons. L'élection du cardinal Wojtyła au trône papal a accéléré et catalysé un processus qui, même l'état de siège proclamé le 13 décembre 1981 par la junte militaire sous la direction de Wojciech Jaruzelski, n'a pas réussi à freiner.
Le communisme polonais a été renversé le 4 juin 1989 et sa chute a ouvert la voie de démocratie en Pologne et en conséquence à l'Union soviétique et tous les pays du bloc soviétique. Václav Havel a écrit un jour que le dissident était semblable à Sisyphe qui roule un rocher. Malgré la conscience que les chances de le faire parvenir jusqu'au sommet sont presque nulles, il la roule tout simplement qu'il n'a pas d'autre possibilité pour vivre en accord avec soi-même, pour donner au moins de cette façon un sens à sa vie et découvrir ainsi un horizon d'espoir. Quelques jours avant sa mort, après une série d'interrogatoires, Jan Patočka a dit « Beaucoup me demandent est-ce que la charte 77 ne va pas aggraver la situation de notre société ?» Je leur répondrai ouvertement, dit Patočka. Jamais la servilité n'a amélioré une situation. Elle a toujours aggravé. Plus grande était la peur, plus grand le servilisme, et plus les puissants se sont permis, se permettent et se permettront. Il n'y a aucun autre moyen de diminuer leur pression, de leur faire voir et sentir que l'injustice et la discrimination ne sont pas oubliées et que l'eau ne se referme pas sur elles. Havel a écrit que l'impuissance des forts résulte de la nature du pouvoir, qui sait faire des répressions, mais qui est infertile, figé et démoralisé. Et ceux qui vivent dans la mensonge et l'humiliation sont assoiffés de soif et de dignité. Havel confiait qu'il comprenait l'amertume des hommes résultant de la faiblesse humaine, de la solitude, de l'impuissance, et il écrivait « Néanmoins, je suis convaincu qu'ici-bas, il n'y a rien qui de soi-même pour enlever l'homme l'espoir, la foi, le sens de la vie. Nous le perdons uniquement lorsque nous défaillons nous-mêmes. C'est de là que résulte la force de son défense. » Après 1989, Václav Havel voyait le sens de son activité politique dont le fait rappeler constamment le poids de base morale de chaque véritable politique. Il soulignait l'importance des critères et des valeurs de nature morale dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les réflexions d'été, il en parle de la manière suivante. Puisque quelques amis, entourés d'un océan indifférence, je puis frapper de la tête contre le mur et dire la vérité sur le totalitarisme communiste. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer après 1989 et de ne pas parler de la responsabilité de la morale dans la vie sociale. Après la chute de dictature, les sans-défense d'hier se sont retrouvés face à face avec une réalité impitoyable de la retour à la liberté dans une situation de dépravation morale à l'époque communisme, a apporté une véritable explosion de mauvais traits de caractère humain. Cela concerne également la façon dont fait la politique, où dominent les insultes, les injures publiques, les accusations concernant un passé ténébreux et des desseins infâmes. La démagogie et le populisme apportent leurs fruits abondants. La société se détourne de la politique considérée comme une chose sale et indigne. Dans une interview avec Vargas Llosa, ce dernier dit aussi que la liberté et la démocratie détruisent l'intelligentsia, comprise comme un groupe social qui s'est chargé de la mission de défendre les valeurs nationales et les affaires publiques. Le lauréat du prix Nobel constate que lorsque la dictature et la censure disparaissent, la vocation publique se perd. Depuis plusieurs années, je clame cette crise dans la civilisation du spectacle, dit Vargas Llosa. J'ai écrit que la culture devient banale, qu'elle devient badine et insignifiante. Tout est une forme de divertissement. Ce genre d'art se défait de tout esprit critique. Est-ce que les sans-défense sont devenus impuissants? On peut poser aujourd'hui la question. Lorsque les murs sont tombés et le peuple a commencé à autogouverner, il s'est vite révélé que les nombreux héros d'hier se sont passés à même de faire face aux atteintes sociales. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il ne suffit pas d'être convaincus, d'avoir raison dans la façon dont on veut gouverner, ils ne veulent pas, ils ne savent pas de prendre part au jeu de pouvoir. Aujourd'hui, c'est le plus efficace qui gagne, celui qui sait de façon démagogique charmer les électeurs. Tous assimilent progressivement les nouvelles règles du jeu et préparent les partis à devenir des machines à voter plutôt que de lieu d'un débat réel sur la façon de résoudre le programme socio-économique. Et Vargas Llosa, tout comme Václav Havel l'appelle, la politique ne peut pas être réduite
à des actions purement pragmatiques. Lorsqu'elles deviennent pratiques courantes et ne tiennent plus compte de valeurs, les institutions fleurissent et les gens flétrissent et les gens cessent de s'intéresser à la politique. Le nationalisme, le populisme et l'idéologie collective triomphent et se manifestent même en Europe. Le projet de l'Union européenne réalisé depuis des dizaines d'années est remis en question. Les extrémistes s'approprient le débat. Et Vargas Llosa a continué en disant « Il faut s'opposer à ces forces avant qu'il ne soit pas trop tard. Nous avons besoin d'hommes politiques qui vont s'appuyer sur les valeurs. » Dans le pays du bloc communiste jusqu'à 1989, notre défi consistait à gagner la lutte pour la liberté. Nous avons eu la chance de voir de nos propres yeux la chute de dictature communiste. Quels peuvent être aujourd'hui les objectifs de nos actions? J'ai déjà parlé de la politique basée sur les valeurs. Comme je me tourne vers l'avenir, je crois profondément que la force motrice de nos actions consiste à bâtir une politique de valeurs européennes communes, non seulement dans le cadre des frontières de l'Union européenne, mais aussi dans les pays frontaliers. Ce n'est pas une tâche facile. La crise économique dans laquelle l'Europe est plongée a renforcé les forces anti-européennes. Le manque de transparence dans la politique européenne a entraîné un manque de confiance pour ces projets communs. Nous n'avons pas de vision attrayante pour ces projets grandioses et nous manquons de leaders européens capables de relancer l'enthousiasme d'une seule Europe commune, ce qui se traduit par les questions que nous posons sur l'avenir de cette marchandise originale qui est devenue Europe. Ça, c'est une sorte de credo européen. Maintenant, je passe aux histoires. Je propose maintenant de passer au sujet des manifestations étudiantes dans les années 70. Dans ma réflexion, je tiens à me concerner sur la ville de Cracovie, dont je suis originaire, où je menais une activité étudiante opposante. À Cracovie, à l'époque, existaient trois milieux étudiants d'opposition. Les soi-disant anarchistes, qui étaient Bronisław Wilstein, Stanisław Pejas, les personnes liées avec l'Église, ou plus exactement d'aumônerie des étudiants de pères dominicains à Cracovie, moi-même, Liliana Batko, Teresa Honowska et les autres. Et le troisième groupe constitué autour de professeurs d'histoire, Ryszard Telecki, Franciszek et Andraus. La police politique essayait de semer de la discorde, de susciter entre nous des conflits. Il envoyait à différentes personnes des lettres anonymes en affirmant que certains de nous étaient des informateurs ou des agents de la police. Quand cette tactique se révélait inefficace, les autorités policières ont décidé de frapper avec plus de force. Ils ont attaqué au premier lieu Stanisław Pejas, qui, dans les milieux de services de sécurité, passait pour être un agitateur dangereux. Le 7 mai 1977, à 7 heures du matin, dans un immeuble situé au cœur de Cracovie, à Ryszewska, on a découvert le cadavre de notre ami Stanisław Pejas. Quelques mois après, on repêchait dans les lagunes de Solina le cadavre de notre étudiant Stanisław Pietraszko. Celle-ci était gênante pour la police car il se souvenait de la personne qui suivait Pejas le jour de son assassinat. Les autorités policières essayaient d'étouffer l'affaire de la mort de Pejas. Grâce aux stations radio-occidentales, l'information est parvenue en Pologne. Le 10 mai 1977, le drapeau noir était suspendu sur le bâtiment de l'université Jagiellon et sur une résidence universitaire. Ils ont été vite enlevés par l'administration des bâtiments. Les amis de Stanisław Pejas collaient sur les murs de nécrologues en demandant aux étudiants de boycotter la fête traditionnelle des étudiants, Juvenalia. Les étudiants ont compris qu'il était difficile de s'amuser lorsque leurs camarades étudiants avaient été assassinés par la police politique. Le 15 mai 1977, à 9 h du matin, il y a une messe funéraire à laquelle ont participé plus de 2000 personnes. Après la messe, les participants ont formé un cortège noir avec des drapeaux noirs et des bandeaux de la même couleur. Et ils ont marché en direction de la rue Szewska, là où était assassiné Pejas. C'était la plus grande manifestation en Pologne depuis décembre 1977. Et la plus grande manifestation à Cracovie depuis mars 1968, quand avait eu lieu la protestation des étudiants.
Le soir du même jour a eu lieu une réunion convoquée par les amis des étudiants assassinés, pendant laquelle ceux-ci ont lu déclaration sur la création d'un comité d'étudiants de solidarité, Studencki Komitet Solidarności, SKS, pour initier les travaux menant à la création d'une organisation étudiante authentique et remplacer la contrainte par la solidarité et l'établissement de liens véritables. Le comité d'étudiants est né de façon spontanée, comme une expression de la colère, de deuil et de révolte. La mort de Stanisław Péjas nous a fait devenir adultes. Nous avons essayé de parler un langage où oui voulait dire oui et non voulait dire non. C'est la seule chose que nous puissions faire, que nous pouvions faire. Mais nous savions déjà qu'il était impossible de se taire. Il est intéressant de savoir que le nom de Studencki Komitet Solidarności, le comité d'étudiants de solidarité, nous l'avons inventé nous-mêmes. Dans la nuit du 14 et 15 mai, dans le logement là où on a créé le comité d'étudiants au cœur de Cracovie, rue Grodzka 27. À cette époque, dans l'organisation de l'opposition, c'était le mot défense qui régnait. Il y avait par exemple le comité de défense ouvrière. Nous avons jugé cependant que le mot solidarité correspondait plus à nos idées. Il peut être difficile de le croire, mais personne de notre milieu ne se souvient qu'il y avait idée du mot solidarność. Nous étions conscients que nous devons nous tenir ensemble, car autrement nous serons vaincus. Comme j'ai déjà cité dans une chanson de Bułada Kudżawa, Weźmiemy za ruki druziasz, to by nie prapat padinoczkie, ça veut dire tenons-nous par la main pour ne pas mourir séparément. Dans le langage public, le mot solidarność était une nouveauté, pas toujours comprise. On nous a demandé souvent solidaire, mais avec qui? Nous répondions tous, tout avec nous-mêmes, tous avec nous-mêmes. C'est ainsi que se manifestait la maturité. La maturité est une responsabilité solidaire. Nous recherchions notre force dans différents milieux, dans différentes circonstances, chez l'opposition démocratique avec corps au premier rang. Il faut se souvenir du fait que le noyau du comité d'étudiants Solidarité de Cracovie était issu de la aumônerie des étudiants, du fameux tonneau Beczka, de aumônerie qui portait ce nom-là, des dominicains de Cracovie. Karol Wojtyła, comme archevêque de Cracovie, s'intéressait personnellement à notre activité. C'était un appui silencieux et discret, sans déclaration ouverte, mais il était suffisant. Le début de l'activité d'opposition des étudiants à Cracovie date d'octobre 1976, lorsque, en tant que groupe lié à l'aumônerie des étudiants, nous sommes joints avec activité de corps, comité de défense des ouvrières. Un peu avant, nous lisions déjà des œuvres de George Orwell, de Leszek Kołakowski ou Alexander Solzhenitsyn, introduits clandestinement en Pologne. Le premier communiqué de corps nous a été transmis par un ami moine dominicain. Nous l'avons distribué à Cracovie et nous avons organisé des collectes d'argent pour les ouvrières licenciées après la grève 76 de leur travail. Bien entendu, ce n'est pas passé inaperçu auprès des services de sécurité. Les premières perquisitions d'arrestation ont eu lieu. Nous avons été menacés d'être relégués de l'université et nos parents d'être licenciés. Cela n'a pas été facile, souvent tenir, mais ils ne nous ont pas brisés. La mort de Stanisław Péjas et tout ce qui a suivi ont fait accélérer les événements en devenant un catalyseur d'idées du mouvement. Le comité d'étudiants Solidarité a constitué le plus grand succès oppositionnel de Cracovie depuis plusieurs années. Il n'aurait pas été possible sans appui de l'aumônerie des étudiants. Bientôt, on a commencé à créer des comités d'étudiants de Solidarność dans toute la Pologne. Varsovie, Wrocław, Szczecin, Poznań, Gdańsk. Mais le centre de Cracovie est resté le plus fort avec Wrocław jusqu'à la fin. Le comité a réuni à Cracovie plus de 200 personnes, surtout des étudiants de l'Université Jagiellon, mais il pouvait compter sur un appui beaucoup plus fort pour les entreprises spéciales.
la lettre signée en printemps 1977 par 629 personnes exigeait la libération des ouvrières arrêtées pendant les événements de juin 1976. Lorsque de la protestation des ouvrières, c'était un excellent témoignage. Que nous avons réuni tant de personnes, des étudiants surtout, qui ont signé cette lettre de protestation. Bien entendu, le comité d'étudiants n'avait pas pour objectif de renverser le système communiste. Il n'était pas encore temps. Notre but principal consistait à multiplier les libertés, retrouver la liberté de la parole et de l'impression, ainsi que celle de libérer, de s'associer. En un mot, il s'agissait d'accélérer la libéralisation et la démocratisation du système. Nous croyons qu'avec l'adoption des réformes, le système cesserait progressivement d'être un système. L'idée de nos objectifs communs nous réunissait, mais nous ne voulions pas agir par la force. Il est important de remarquer que depuis le début de notre activité, les gens n'avaient pas forcément la même opinion, mais ils avaient un objectif commun, la liberté. À Cracovie, nous étions le seul groupe d'opposition important. Le comité d'étudiants n'a jamais été un commando. Nous voulions parler de changer la réalité par le verbe. Nous communiquons nos adresses sur le bulletin. Nous étions partisans de la règle, celui qui n'est pas contre nous est avec nous, en proposant à tous ceux qui voulaient nous écouter un changement de la façon de penser à la Pologne. Tout ce que nous faisions, nous le fassions ouvertement, avec notre nom et notre prénom. Cette transparence était notre garantie. Il est difficile de comprendre aujourd'hui, mais à cette époque-là, plus de personnes apprenaient que le service de sécurité avait arrêté quelqu'un pour 48 heures, plus nous étions en sécurité. À cette époque, la milice pouvait arrêter quelqu'un pour 48 heures sans donner la raison quelconque. Elle en profitait pleinement. Nous avons repris des gens du corps la coutume de crier pendant l'arrestation le numéro de téléphone de Jacek Kuroń, qui collectait ce genre d'informations et les transmettait à la radio Libre Europe ou d'autres stations comme BBC ou France Internationale après. Celle-ci émettait le plus rapidement possible un communiqué mentionnant que les autorités communistes avaient de nouveau commencé une vague d'arrestations de représentants d'opposition démocratique. On communiquait nos noms et nos adresses. On pouvait également les retrouver sous le chaque tract. Nos opinions, mais aussi notre vie privée, étaient pour les services de sécurité tout à fait transparents. Nous savions bien que nos logements étaient truffés de micros. Les services de sécurité avaient leurs collaborateurs même parmi nous. Le lancement d'une maison d'édition portant le nom ECOS, Édition étudiant cracovien, indépendant de la censure et des autorités, peut certainement compter parmi les plus grands succès de notre mouvement. Elle a brisé de façon efficace les monopoles d'État dans le domaine de l'imprimerie et de la distribution. Au rez-de-chaussée de l'Université Jagellonne, on pouvait retrouver des colporteurs de nos livres et de nos tracts, qui en distribuant les livres et des brochures sortis de les sacs à dos. Le concert de Grand Bar de Jacek Kaczmarski organisé dans le logement de Cracovie est également une marque de notre succès. L'action auto-formation d'éducation avec club de discussion a également été une réussite. Lors de premières réunions, nous avons invité le leader des mouvements de la défense des droits de l'homme des citoyens, Leszek Moczulski. Il y avait aussi, après les rencontres avec Adam Michnik, Jacek Kuroń, et d'autres opposants de Varsovie. Nous organisions des cours et des conférences dans les logements où, malgré les interventions des services de sécurité, se réunissaient souvent même 100 personnes. Avec les plus jeunes que nous partions dans les montagnes pour analyser les lectures et parler de la situation dans le pays. Nous discutions avec ardeur entre nous, puis avec les représentants des associations communistes des étudiants polonais. Dans nos facultés, nous avons lancé une résolution contre la restriction dans l'attribution des passeports. Et en tant qu'étudiants, nous avions notre propre polygraphie et nos éditions de revues. Le premier numéro de Signal, revue rédigée par le comité d'étudiants, à Paris en 1978. Le mot revue est bien grand puisqu'il s'agissait en fait
une dizaine de feuilles renotypées du papier format A4 reliées à la va-vite. Nous organisons des actions d'information pour attirer l'attention sur l'absurdité des entraves à la liberté. Les étudiants organisaient également à la bibliothèque Jagellonne des actions sous forme de happening pour protester contre l'interdiction de certains livres. Cette lutte pour défendre la liberté du livre permit de relever, de rendre public le problème. Nous avions notre propre bibliothèque avec des livres interdits et surtout notre propre réseau d'information. Grâce à cela, nous pouvions fonctionner sans téléphone, chose bien rare à cette époque en Pologne. On peut dire que c'était une sorte de réseau social, sans bien sûr sans possibilités techniques, mais c'était une sorte de Facebook à l'époque. Dans ces conditions, dont la réalité du système communiste et de l'omnipotence des services de sécurité, le fonctionnement de l'opposition était extrêmement difficile. L'activité des opposants au régime nécessitait une volonté de faire, beaucoup de détermination. Il était nécessaire d'être convaincu à fond qu'il fallait le faire, que cela était nécessaire. Nous devions également nous heurter à la propagande du succès communiste utilisée par les autorités. Tous n'ont pas su se défendre contre sa droite et manipulation et provocation. Mais malgré la pénétration de nos rangs par les agents de services de sécurité, ceux-ci ne sont pas parvenus à brouiller, à briser le milieu. Le comité des étudiants est parvenu à semer inquiétude dans les structures officielles. Du point de vue formel, le comité Solidarité d'étudiants n'a jamais cessé son activité. On considère cependant qu'il n'a plus fonctionné à partir du 22 septembre 1980. C'est la date de fondation du comité indépendant des étudiants NZS. C'était, après la grève de Gdańsk, la possibilité de se réunir officiellement aussi pour les étudiants. Comme il y avait Solidarité pour les ouvrières, il y avait le comité indépendant des étudiants pour les étudiants. Mais sans le comité Solidarité d'étudiants, il n'y aurait pas eu de NZS, de comité indépendant des étudiants, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Organisation étudiante extrêmement efficace à l'époque. Solidarność aurait également été différent. Probablement sont les derniers composants du nom comité d'étudiants de solidarité. Le syndicat n'aurait pas porté ce nom. Parce que les Solidarność, août 80, septembre 80, nous avons porté le mot Solidarność 3 ans avant. Le mythe de Solidarność comme sigle et marque de la Pologne contemporaine probablement n'aurait pas existé. Alors nous sommes fiers d'être les premiers à utiliser le mot Solidarność et de donner une façon publique à cet terme l'activité portée par les étudiants de Cracovie et des autres villes.